7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Arrivé en tête au premier tour des élections législatives, le Rassemblement national s'est pris de plein fouet au second tour, un front républicain avec des désistements en cascade pour éviter des triangulaires qui auraient été à son avantage. On compte néanmoins plus de 10 millions de Français qui ont glissé un bulletin Rassemblement national dans l'urne et ses alliés. Bref, vous avez compris, je m'en mêle. Loin devant le NFP et Ensemble avec respectivement 7,4 et 6,3 millions de votants. Pourtant, le parti de Jordan Bardella et ses alliés n'ont obtenu que 143 députés, loin derrière les 182 députés du nouveau Front populaire. Alors comment expliquer qu'en ayant plus de voix que la gauche, le Rassemblement national a-t-il moins de députés ? En plus de ses adversaires, le nouveau Front populaire, n'est-ce pas contre tout un système que le parti patriote doit se battre ? Avec nous pour en parler, donc Jean Montalt, auteur pour le site de la revue Éléments et livre arbitre. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors, on va commencer très directement. Est-ce que les institutions jouent en défaveur du camp national en France, comme le laissent supposer les dernières législatives ? Alors, en apparence, oui. Après, on pourrait dire que il faut prendre les institutions au sens large. C'est-à-dire, c'est plutôt une classe politique qui, grâce à ces manœuvres politiques de désistement, d'alliance, etc., dans un scrutin majoritaire à deux tours, permet de rester en place. Mais on peut dire que les institutions pourraient avoir un aspect bénéfique, notamment par exemple par rapport à la dissolution. Avec la dissolution, Macron, finalement, a fait un geste presque de sursaut démocratique, d'appel au peuple. Mais c'était pas un sursaut gaullien et démocratique, c'était plutôt le De Gaulle, disons, du « je vous ai compris ». C'est-à-dire qu'il a dit « je vous ai compris » au peuple pour finalement le verrouiller à travers les petites manœuvres. Et aidé en cela par le Front républicain. Le Front républicain, en fait, c'est plutôt une espèce de surmoi de moralité qui surplombe la volonté populaire. Donc, il y a un problème avec les institutions dans la mesure où elles prétendent arborer une morale qui se place au-dessus du vote, de même que dans la philosophie rousseauiste du contrat social, la volonté générale est au-dessus de la volonté de tous. Ce qui fait que finalement, on a une petite caste politique qui va déterminer qui est légitime ou non de gouverner, sans prendre en compte le nombre de Français qui est d'accord ou non avec la personne élue, mais plutôt simplement si elle rentre dans les cases de la bien-pensance. Voilà, exactement. C'est-à-dire que on connaît les analyses de Jean-Claude Michat. Jean-Claude Michat disait que le monde libéral postulait pour son fonctionnement politique une forme de neutralité axiologique. C'est-à-dire il y a une neutralité du point de vue des valeurs. Tout le monde a le droit de se déterminer égard à ses croyances, ses opinions politiques, etc. En réalité, il n'en est rien. Le libéralisme n'est pas du tout une neutralité axiologique. Le libéralisme a fait alliance avec le camp du bien, c'est-à-dire en fait son surmoi de gauche, voire d'extrême gauche, pour pouvoir neutraliser en réalité la volonté populaire. Donc voilà, c'est... C'est cette casse. Finalement, le problème, vous me dites si je me trompe, c'est pas vraiment nos institutions, c'est les hommes qui la composent et qui les dirigent. Oui, en partie. À part, évidemment, dans le cas du scrutin majoritaire à deux tours, c'est vrai qu'il y a un problème structurel. Là, c'est pas conjoncturel. Conjoncturel, pardon, c'est d'un autre ordre. Est-ce que ça a pensé pour être... Alors, donc, on va parler de ce scrutin majoritaire à deux tours. Est-ce que vous pensez qu'un scrutin proportionnel serait plus juste ? Et du coup, si l'on doit poursuivre sur cette voie-là, est-ce que ça voudrait dire que notre système actuel, lui, est injuste ? Alors, il serait plus juste sur le plan démocratique au sens étymologique du terme, au sens strict, c'est-à-dire que ce serait donc le pouvoir du peuple, parce qu'il prendrait en compte le fait que le premier parti de France, c'est quand même une anomalie que le premier parti de France, celui qui engrange le plus de voix, ne puisse pas exercer le pouvoir et soit condamné éternellement à l'opposition. Donc, il est injuste de ce point de vue-là, si nous sommes des démocrates, au sens étymologique et littéral du terme. Mais si on prend le sens disons, religieux du terme de la démocratie, avec ses fameuses valeurs républicaines, en réalité, il est totalement juste. Alors, juste du point de vue, évidemment, de nos adversaires politiques, parce que la démocratie n'est pas seulement un régime politique, et en tout cas sur le plan historique,
C'est pas le gouvernement de la majorité, c'est d'ailleurs, je crois que c'était une phrase d'Albert Camus, la démocratie n'est pas le gouvernement de la majorité, mais c'est la défense des minorités. Là, ce sont non seulement les minorités au sens ethnique, etc., mais c'est aussi les minorités au sens des élites minoritaires dans ce pays qui ont fait sécession avec le peuple. Donc c'est injuste du point de vue de la démocratie au sens littéral, mais au sens religieux que ça a pris aujourd'hui, finalement, c'est tout à fait dans l'ordre. Hmm. Finalement, c'est un système qui se fonde plus sur... Enfin, si je comprends bien, c'est un système qui va favoriser donc cette morale établie au détriment du peuple. Est-ce qu'il a été pensé comme ça dans sa genèse même? Dans sa genèse même, alors si on parle par exemple de la Cinquième République, non, on peut pas dire ça parce que justement la conception gaullienne n'est pas du tout celle-là. De Gaulle avait une formule, il disait en France la Cour suprême, c'est le peuple. Donc, alors à l'origine non. Par contre, on peut dire que, alors ça va faire très très maurassien, mais la République s'est établie historiquement contre les traditions, la culture du peuple Hmm. autochtone indigène. Hmm. Donc historiquement, oui. Si l'on considère donc que ce système n'est pas forcément légitime ou bien qu'il va à l'encontre de nos valeurs et qu'aujourd'hui la plus grosse partie des Français s'oppose aux personnes qui pourtant arrivent aux places pour nous gouverner, est-ce qu'il faudrait se rebeller justement contre ce système, quelle que soit la forme? Alors Franck va me demander de modérer, donc je n'appelle pas du tout à la révolution, mais vous avez compris ma question, Jean Montalt. Je pense que oui, en effet, il n'y a pas vraiment besoin d'appeler à le faire. C'est ce qui adviendra. On se souvient tous de la révolte des Gilets jaunes qui était conçue déjà comme une crise de la démocratie représentative. La représentativité était déjà bien amochée. Aujourd'hui, elle l'est encore plus, avec en plus des LFI qui plastronnent alors qu'ils sont un groupe minoritaire au sein de l'Assemblée. Donc il y a un caractère monstrueux tératologique. Les Français ne pourront pas ne pas réagir avec la fougue qu'on connaît à ce peuple libre. Hmm. J'aimerais citer la nomenclature d'un article que vous avez récemment rédigé, article qui a notamment été salué par Renaud Camus. Le Front républicain, ce sont des possédés au sens de Dostoïevski qui se liguent avec des possédants au sens de Marx pour faire barrage aux dépossédés au sens de Guilly et Camus. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît, Jean Montalt? Oui, donc les possédés au sens de Dostoevsky, c'est-à-dire que donc il y a une autre traduction du roman de Dostoevsky qui s'appelle Les démons. Les possédés, en fait, ce sont les agents révolutionnaires qui ont une détestation à l'égard du peuple russe orthodoxe, autochtone, etc. Donc là, on a à peu près la même configuration, c'est-à-dire des gens qui détestent notre tradition, notre identité, notre culture, qui se lient avec les possédants qui sont censés combattre, c'est-à-dire, bon, on connaît la théorie de François Bégodeau avec le bloc bourgeois, donc il est censé y avoir un bloc bourgeois qui unirait les gens du RN et puis la Macronie. En réalité, le seul bloc qui existe, c'est le bloc antinational qui réunit Mélenchon et Macron, donc les possédants et les possédés. Et les dépossédés, c'est évidemment toute cette France périphérique, mais pas seulement, qui est dépossédée de ses habitus, de son être au monde, de comment dire, son droit légitime à la sécurité, à se déterminer soi-même et dépossédé aujourd'hui de son vote. Hmm. Alors, comment fait-on justement pour permettre à ces dépossédés de reprendre possession de tous ces droits et puis voilà, comme vous dites, le droit à la sécurité, le droit à se défendre, le droit à vivre en français, sur le sol français, etc. Alors là, c'est difficile à dire parce que on voit qu'il y a un blocage institutionnel politique qui est immense. On a les grandeurs d'établissements, notamment médiatiques, contre nous, hors Galaxie Bolloré, mais les LFI ont l'impression qu'il n'y a plus que des Bolloré partout, Hmm. alors que France Inter, qui est du service public et payé par nos impôts, n'a pas hésité à faire campagne pour le nouveau Front populaire et contre le Rassemblement national. Alors en fait, je pense que
Sur le plan politique, ça va être très difficile en fait de trouver un moyen de renverser la table. Mais je pense que c'est aussi sur le plan intellectuel, philosophique, métapolitique qu'il va falloir jouer. Il y a une formule de Goethe qui dit, avec Voltaire, un monde finit, avec Rousseau, un monde commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Voltaire a permis en fait le passage d'une époque à une autre par la critique, l'ironie. Rousseau, par l'imagination politique, notamment avec le contrat social, a construit le nouveau monde à venir. Il l'a imaginé. Et je pense qu'il faudrait justement faire ce travail double, qui est celui d'une critique ardente, un peu, voilà, dans la veine de Murray, etc. Une critique des positions idéologiques de l'ennemi, et en même temps réanimer une imagination politique pour créer de nouvelles formes de souveraineté. Voilà. En fait, finalement, il faudrait passer par une révolution intellectuelle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, là, avec ces 10 millions de votants pour le Rassemblement national, qu'elle a déjà plus ou moins lieu, en tout cas au sein du peuple français, et que malgré tout, ça ne suffit pas? Alors, elle a lieu, mais elle est incomplète. Ensuite, comment dire? Il ne faudra pas voir dans ce vote une victoire culturelle massive. C'est aussi tout simplement parce que le réel nous donne raison. Une victoire culturelle totale, ce serait de maîtriser le champ symbolique, c'est-à-dire d'être détenteur, j'allais dire, de l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent mener une cabale contre la moralité de tel ou tel candidat, cette cabale qui s'appelle le Front républicain, c'est toujours à gauche que ça se situe. C'est-à-dire, en fait, ce sont encore les consciences morales qui doivent régir nos comportements intellectuels, idéologiques, moraux, etc. Il faut justement inverser cette tendance et montrer que nous sommes du côté de la morale et eux sont du côté de l'immoralité crasse. Accepter justement de se justifier auprès de nos juges, etc. Alors je dis juges, mais au-delà de la loi pure et brute, je parle aussi de tous ces journalistes, de ces militants qui nous accusent en permanence. Est-ce qu'accepter de se justifier, ce n'est pas aussi accepter de leur laisser ce rôle justement de juge? Est-ce qu'il faudrait finalement poser une frontière stricte et en finir avec cette justification permanente? Oui, absolument. Il faut absolument pas leur laisser ce rôle auquel ils n'ont aucun droit. Je vais prendre un exemple. Quand quelqu'un nous accuse de fascisme ou accuse les militants ou les cadres du Rassemblement national d'être fascistes, ils perdent un temps fou à se justifier et ça vaut comme blâme moral définitif. Tandis que, vous voyez, par exemple, Jordan Bardella l'a un peu fait, c'est-à-dire cette contre-offensive quand il a ironisé avec cette phrase qui est devenue culte, vous êtes communiste, monsieur, en 2024. Alors, vous voyez, ça suscite le rire, mais ça ne suscite pas la désapprobation morale. C'est-à-dire que l'opprobre n'est pas jeté sur le communisme. C'est-à-dire qu'il y a justement le communisme dont se réclament un certain nombre de ces gens n'est pas du tout affecté de la même désapprobation morale, alors qu'il a commis des crimes bien plus massifs que les autres idéologies au XXe siècle. Et là, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait leur ragionamento. Regardez la radicalité de la LFI qui ne s'excuse de rien, même pas de propos antisémites, qui aurait disqualifié à vie n'importe qui au Rassemblement national. C'est la preuve que finalement, le système se moque totalement de ces fameuses valeurs républicaines, parce que si elles ne sont pas respectées par la LFI, ces valeurs républicaines, dont la lutte contre l'antisémitisme, c'est certainement, à leurs yeux, un des piliers. Si ça vient des rangs de la LFI, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que vous pouvez être tout et n'importe quoi, vous pouvez tenir n'importe quel propos, du moment que vous n'êtes pas dans le camp politique national. C'est tout. Alors, Et donc, il faut pas... Pardon. Non, allez-y, je vous ai coupé. Non, mais voilà, juste, c'était pour conclure, il faut pas jouer à ce jeu-là dans ce cas-là, parce que les dés sont pipés à l'origine.
On joue pas à un jeu dont les règles sont faites pour que vous soyez perdant au final. Est-ce que vous pensez que si l'on avait appliqué justement cette stratégie en arrêtant de se justifier dès le début, le Rassemblement national aurait pu faire un score aussi élevé? Parce que beaucoup aussi le disent, notamment des journalistes, si aujourd'hui le Rassemblement national fait un tel résultat dans les urnes, c'est aussi parce que c'est le résultat de tout un travail de dédiabolisation, de normalisation. Oui, alors c'est vrai aussi. C'est-à-dire que, mais ça a atteint ses limites. C'est-à-dire D'accord. que c'est vrai dans un certain sens, c'est indéniable. Mais le problème, c'est qu'on peut pas aller plus loin dans la dédiabolisation, sinon c'est du reniement total. Mais aujourd'hui, un parti qui finalement, comme le RN, ressemble finalement à un parti de centre droit, est vu comme un parti fasciste, c'est quand même une ironie. Ils ont fait toute cette dédiabolisation. Alors en effet, ça a marché sur le plan électoral, mais il n'empêche qu'entre deux tours, la campagne antifasciste qui a été celle des médias et des élites politiques ressemblait à s'y méprendre à celle Mm, qu'avait subie Jean-Marie Le Pen en son temps en 2002. mm. Donc finalement, alors oui, ça fait gagner des électeurs, mais quand il s'agit, comment dire, quand ça doit être décisif, là par contre, ça ne marche plus. Mm. Il nous reste 2 minutes, Jean Montalt. Vous parliez de cette critique ardente qu'il faut avoir contre les positions idéologiques de nos adversaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut la porter plus loin sur le système entier et donc justement, puisque c'est ce qui nous occupe ce matin, sur la construction même de ce système qui est fait donc pour valoriser une certaine morale au détriment d'une autre? Oui, oui, parce que en même temps, le chantier est immense parce qu'on parle des institutions, par exemple, on parle des institutions politiques. Vous avez le Conseil d'État, par exemple, qui peut dire que la LFI n'est pas un parti d'extrême gauche, tandis que le RN est tout de même un parti d'extrême droite. Mais vous avez aussi le système médiatique, vous avez aussi le CNC, le monde du cinéma, qui s'est ligué contre nous, des arts et des spectacles. Donc le chantier est immense. La critique doit se porter sur tous les fronts, de toute manière. Hmm. C'est une nécessité. Merci beaucoup Jean Montalt pour cet Donc, entretien merci. qui malheureusement prend déjà fin. Bon, alors, d'habitude, je dis à nos auditeurs qu'on vous retrouvera très prochainement, mais là un peu moins parce que donc c'est ma dernière matinale avant les vacances. Mais à la D'accord. rentrée, on ne manquera pas de vous réinviter. Merci beaucoup à vous Avec plaisir. d'avoir été parmi nous et donc à la rentrée.